Madame, monsieur, bonjour. L'eau en Aquitaine, une ressource si précieuse. C'est le thème de notre rendez-vous du jour. En Dordogne, l'été 2020 a été le plus sec depuis 70 ans. Changement climatique, sécheresse, pénurie, il faut penser l'avenir. Lac de Caussade, retenue collinaire, irrigation. Quelle est aujourd'hui la valeur de l'eau? Les réponses dans Dimanche en politique. Invité de cette émission, Alain Dupuis, professeur d'hydrogéologie à l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Bonjour. Patrick Franquin, vice-président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Vous êtes également membre de la coordination rurale et vous faites partie de ceux qui sont à l'initiative du lac de Caussade. Bonjour. Bonjour. Henri Sabarot, conseiller régional, majorité présidentielle, majorité donc d'Alain Rousset, en charge de la gestion de l'eau à la région. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première chose pour bien comprendre la situation, Alain Dupuis, à la sortie de cet été, quelle est la situation après cette sécheresse? Quelle est la situation dans la région? Vous venez presque de donner les clés. On a subi une sécheresse. Alors, sécheresse moins marquée que celle de l'année dernière sur le territoire aquitain. Pourquoi? Parce qu'on a pu avoir un printemps un peu plus pluvieux. Et du coup, ça a permis d'avoir, on va dire, des disponibilités en eau accrues pour les usages classiques que l'on peut avoir pendant l'été. Qu'est-ce qui fait que l'on détermine ou que l'on peut affirmer qu'on a une année qui est donc une année de sécheresse? Quels sont les critères que l'on retient? Alors déjà, les sécheresses, il y en a trois types. Vous avez des sécheresses soit climatiques, soit hydrologiques, soit pédologiques ou agricoles. Climatique, c'est simplement quand il fait chaud et qu'il ne pleut pas. Hydrologique, c'est quand les cours d'eau et les nappes sont à leur plus bas niveau. Et ensuite, on regarde l'humidité du sol et quand les plantes ne peuvent même plus pousser. Voilà. Patrick Franquin, vous êtes sur le terrain, vous êtes agriculteur. Évidemment, vous, sur vos terres, dans votre département, sur votre exploitation, comment avez-vous vécu cet été? Est-ce qu'il est plus pénible que les précédents? Est-ce que c'est quelque chose qui, chaque année, revient? Est-ce que on s'installe dans quelque chose de récurrent? Non, pas vraiment. Écoutez, cet été, moins que les autres, je dirais, il a fait très sec. Pas plus que ça, puisqu'il a fait sec seulement 5 semaines, on va dire première semaine de juillet jusqu'à la première semaine d'août. Et pour le reste, l'été a été plutôt pluvieux, parce que la pluviométrie a recommencé à être abondante à partir du 10 août. Et c'est vrai, comme disait M. Dupuis, jusqu'à la fin juin, on a eu beaucoup d'eau. Et même, moi qui relève les quantités annuellement, on est sur d'octobre, on va dire 2019 à septembre 2020, on est quasiment à 120% de la pluviométrie habituelle. Donc les 12 derniers mois sur des Lot-et-Garonne sont plutôt excédentaires. Alors on va voir que même s'il pleut, même si la quantité sur l'année est généralement à peu près identique, vous nous en parlerez, Alain Dupuis, pour autant c'est la manière de voir tomber cette pluie qui peut poser problème, parce qu'on n'a plus pas forcément toujours les mêmes repères qu'avant, notamment au niveau des saisons. C'est ça le problème, Monsieur Sabarot, c'est cette pluie qui peut ne pas tomber pendant très longtemps et tomber abondamment, voire violemment par moment? Oui, c'est ça. Et puis d'autre part, par rapport au panorama que l'on fait de l'Aquitaine, l'Aquitaine est très variée, que ce soit en nature de sol, que ce soit en région. Le piémont pyrénéen ne va pas réagir comme la lande girondine. Et je crois que quand l'on parle du sujet de l'eau, il faut être territorialisé et pragmatique. Alors c'est clair que toutes les études, la région Nouvelle-Aquitaine a travaillé sur un dossier que l'on a appelé Acclimatera. Nous avons fait travailler beaucoup de scientifiques là-dessus pour relier la pluviométrie au changement climatique et ensuite faire une feuille de route qui s'appelle Néoterra pour essayer de décliner cette chose-là. Mais je rejoins les avis qui ont été donnés. Il y a des endroits où ça a été très dur, presque catastrophique. Et puis, d'autre côté, moi, je vois sur la côte, sur le plateau landais, c'est une saison tout à fait normale en termes de pluviométrie. Alors Alain Dupuis, justement, puisqu'on voit ce constat, est-ce qu'on parle tous les jours de changement climatique, de conséquences du changement climatique? Est-ce que donc on se trompe? Est-ce qu'il y a véritablement déjà des effets du changement climatique sur l'Aquitaine? Oui, alors le changement climatique, c'est quelque chose qui se passe à long terme, c'est une tendance. Et par contre, vous avez une variabilité annuelle. Il peut y avoir des années sèches comme des années humides, même si la tendance est à l'augmentation des températures et aussi à une relative concentration des précipitations pendant des mois d'hiver. Et ensuite, des périodes de plus en plus longues avec de moins en moins de précipitations qui peuvent poser de gros problèmes de disponibilité en eau. Ce n'est pas tant la quantité d'eau totale qu'il faut envisager, c'est la manière dont cette eau est distribuée au cours du temps qui
évolue vers plutôt 2 grandes saisons que nos fameuses 4 saisons. Alors c'est ça, vous expliquez qu'on avait tous en tête les 4 saisons et que désormais on a plutôt 2 saisons en termes en tous les cas de pluviométrie et que c'est beaucoup plus compliqué de gérer cette situation. Oui, parce qu'effectivement, tout le système du sol, des cours d'eau et des nappes est fonction des précipitations qui ont lieu maintenant sur des périodes parfois plus concentrées. Alors cette année, c'est une année en Lot-et-Garonne, parce que c'est très variable, il faut bien le comprendre. C'est une année qui peut être un peu plus excédentaire. À d'autres endroits dans les Landes, c'est normal, mais en Périgord, apparemment, ça a été plus dur. Pas uniquement au Périgord, on va voir qu'au Pays Basque également, il y a eu des périodes difficiles cet été, même jusqu'en septembre. Alors il pleut ces jours-ci sur la région. Pour autant, ça ne vient pas compenser les pertes précédentes. Et on va voir que certains agriculteurs ont particulièrement souffert du manque d'eau cet été. Exemple au Pays Basque avec un éleveur de blondes d'Aquitaine qui manque déjà de fourrage. Regardez ce reportage d'Alexandre Perrin et Rémi Poissonnier. Une herbe clairsemée et jaunie, une terre poussiéreuse, la sécheresse est de plus en plus visible au Pays Basque. Une situation inquiétante pour Thierry Riart, éleveur et agriculteur depuis 20 ans à Espelette. Il attend la pluie avec impatience. Depuis le mois d'avril, ça a commencé, il n'a quasiment pas plu. Et, de toute façon, c'est simple, dès que je lâche les vaches, il y a un nuage de poussière. Donc, c'est pas normal. Au Pays Basque, déjà en cette saison, au mois de septembre, puis en plus au Pays Basque, la poussière, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Conséquence pour cet éleveur de blondes d'Aquitaine et de brebis, un manque de fourrage. Thierry Riart a dû dépenser 8 000 € cette année pour acheter du foin et doit déjà entamer son stock d'hiver. Quasiment toutes les vaches, on les nourrit comme en plein hiver. Donc on a entamé ces stocks. Les brebis, on les a en estive sur les montagnes d'Espelette et là-bas aussi elles souffrent. Elles voudraient descendre, mais on a tous les pâturages sont rasés. On peut pas les descendre parce qu'on a rien à leur donner à manger ici en bas. En attendant de faire un bilan précis des rendements et récoltes, la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques tente d'accompagner au mieux les éleveurs et agriculteurs comme Thierry. Henri Sabaron, on le voit, donc c'est difficile pour les éleveurs, mais pas seulement. Quelles sont les conséquences de la sécheresse cette année sur la vigne et sur les pins ? Alors, les pins sont une culture, un arbre qui supporte très bien les stress hydriques. On le voit, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'il est si dominant dans notre région. Un pin maritime qui a un système racinaire qui est quand même globalement très superficiel, est capable d'accepter un manque d'eau. Les pins sont alimentés par la nappe superficielle, par la nappe du tuyau quaternaire, ou ce qu'on appelle la nappe phréatique. Et donc, pour le pin maritime, je n'ai pas constaté de difficulté dans la croissance annuelle. Et ce qu'il faut, c'est que les nappes se rechargent. C'est ce qui est en train de se faire. Donc, il y a une possibilité de stockage dans les nappes qui sont sous les sécultures. Concernant la vigne, évidemment, ce qui concerne beaucoup la Gironde notamment, mais pas simplement, d'autres vignobles un peu partout en Aquitaine, on a vu que les vendanges avaient commencé extrêmement tôt. Pour certains, c'était la première fois que cela commençait aussi tôt, parfois 3 semaines d'avance. Oui, mais je pense que là, la motivation n'est pas le manque d'eau. Pour vendanger, il faut que les raisins arrivent à maturité. Ce qui a été dit par rapport aux viticulteurs, c'est que quelquefois il manquait un peu d'eau pour grossir le raisin. Et peut-être trop de soleil pour faire diminuer le taux d'alcool. On arrive maintenant, suite au réchauffement climatique, à avoir des taux de 15-16 degrés même, qui se rapprochent presque de 20 du midi. Mais les qualités œnologiques de nos exploitants et de nos chercheurs feront malgré tout que l'on aura de l'excellent vin dans le verre du millésime 2020. Alain Dupuis, pour bien comprendre et pour peut-être reposer ce dossier-là sur la table, l'eau appartient à tout le monde, c'est bien clair, mais il y a des priorités. Alors, l'eau est déclarée bien commun de la nation, c'est écrit et c'est inscrit dans la loi, et il y a effectivement également dans la loi une priorisation des usages. Le premier usage le plus noble et celui sur lequel on réservera toutes les ressources, c'est l'eau potable. Ensuite, on aura le secteur agricole, toute utilisation confondue. Et ensuite, en dernier lieu, on aura l'industriel ou l'usage, on va dire, de particuliers pour des choses comme le lavage des voitures, ainsi de suite. Donc en fait, c'est ça à l'envers. On commence par couper. D'abord, on nous interdira d'utiliser de l'eau potable, souvent, pour laver sa propre voiture, ce qui est à peu près logique, on peut l'entendre. Et ensuite, on va, comme ça, crescendo. Les pouvoirs publics décrètent, en fait. Ce qui veut dire que donc les agriculteurs peuvent être amenés à être privés d'eau si toutefois l'eau potable est prioritaire à ce moment-là. Tout à fait. Patrick Franquin, c'est là où vous intervenez sur des actions menées ces dernières années. Vous êtes agriculteur, je le rappelle. Vous avez décidé de trouver des solutions lorsqu'il
avait un manque d'eau pour les agriculteurs en Lot-et-Garonne, vous avez décidé de parier sur le stockage de l'eau en surface. Enfin, nous, on n'a rien inventé. Le stockage de l'eau en surface, ça existe depuis Absolument. des centaines d'années. Donc, nous, on a fait que... Vous avez trouvé que c'était une bonne solution? Oui, tout à fait, il me semble. Oui, écoutez, nous, dans le département, on a des bassins versants qui sont propices à ça, à construire des digues ou des barrages, ça ne dépend comment on les appelle, peu importe, et à retenir l'eau de pluie qui ruisselle le long des coteaux. Donc, si vous voulez parler de COSAD, c'est ce qu'on a fait. Et ce que l'État nous avait autorisé à faire le 29 juin 2018 maintenant. On va revenir sur ce qui s'est passé ensuite à COSAD. Mais l'esprit, c'était stocker de l'eau en surface. Henri Sabarot, c'est une bonne idée de stocker l'eau en surface aujourd'hui ou de tenter de le faire en fonction des sites? Ça fait partie des idées. Nous allons y revenir. Alain Dupuy a cité les priorités de tout cela. Ce que je sais, c'est qu'on ne pourra pas faire d'agriculture sans eau. Et donc, à partir du moment où les usages prioritaires ont été définis, et suivant la qualité de l'eau, en Aquitaine, pour l'eau potable, c'est souvent de l'eau des nappes profondes, qui, elles, réagissent pas de la même façon. Alors, sur le sujet de l'irrigation, quelquefois, on présente l'irrigation agricole comme un totem. Et donc, je crois que là-dessus, il faut sortir de ces clichés. Bien évidemment, faire de l'irrigation avec un projet de territoire par derrière, pour avoir des cultures à forte valeur ajoutée, pour avoir aussi une saine répartition de l'eau qui est stockée, suivant les usages qui sont faits, c'est quelque chose qui peut être envisagé comme le stockage de nappes souterraines. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelquefois, le bon usage de l'eau, oui bien sûr, il y a de l'agriculture, oui bien sûr de l'industrie, mais ça sous-tend aussi un débit d'étiage de nos rivières. Et là, avec des enjeux qui dépassent ce que l'on vient de dire, les stations d'épuration, par exemple, qui souvent ont leur rejet dans une rivière, à partir du moment où le débit est insuffisant, les rejets ne vont pas être conformes aux normes. Donc, un soutien d'étiage, ça peut servir aussi à la remontée des poissons migrateurs, alors, à la biodiversité. On va revenir sur ces points-là. Concernant le lac de COSAD, c'était donc, selon vous, une bonne solution de faire un stockage de l'eau à COSAD, comme ça a été fait là? Je ne voudrais pas prendre l'exemple du lac de COSAD. Le lac de COSAD, où il y a une opération qui a été déterminée, en tant que conseiller régional, je ne peux soutenir que des opérations qui sont validées légalement, ce qui n'est pas le cas. Mais peut-être bien que si la procédure avait été menée d'une autre façon, avec un projet de territoire par derrière, avec une gestion publique peut-être de l'eau, et puis aussi, quand même, il y a une opération que vous avez citée tout à l'heure, où ça a été un peu compliqué, une première autorisation qui est cassée par la suite. Je crois qu'on a l'exemple même qui nous oblige à réfléchir sur une gestion de l'eau de manière collégiale avec tous les usagers, tous les usages qui l'envoient dans la nature. C'est noté. Si je peux me permettre. Oui, bien sûr, bien sûr. Cela qui rentre tout à fait dans le cahier des charges que vous avez cité, c'est-à-dire soutenir tous les usages, etc., et faire un projet de territoire, il rentre dans ce cadre-là, parce que tous les éléments que vous avez cités, ils ont été respectés. Soutien à l'étiage, remonter les poissons, partage de l'eau, culture haute valeur ajoutée, tout ça, la COSAD rentre dans ces critères-là. Donc, à mon avis, au moment où il a été décidé, il fallait que l'État suive nos demandes et surtout, il contribue et nous aide à le faire, cela. Alors, Patrick Franquin, je ne suis pas représentant de l'État. Non, je sais bien, mais... Et aujourd'hui, je regarde globalement quelle est J'ai noté ce que vous avez dit et les arguments que vous avez lancés. Patrick Franquin, pour bien comprendre, je le rappelle, vous avez donc fait partie de ceux qui sont à l'initiative de cette retenue d'eau, de ce lac de COSAD, en Lot-et-Garonne. Vous avez décidé de construire une retenue d'eau sans autorisation officielle, et une autorisation au départ qui ensuite a été annulée, donc vous avez poursuivi la construction de cette retenue. C'est donc une construction illégale, c'est un coup de force en fait. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer à travers cette retenue d'eau et ce lac? Écoutez, là, les défaillances de l'État en la matière, écoutez, on avait mené un projet qui remplissait toutes les conditions, en collaboration avec les services de l'État, qui nous a suivis tout au long de la construction du dossier, et qui aboutit donc à ce que le projet soit validé par la préfète alors en exercice en Lot-et-Garonne, et trois mois après, sous diverses pressions, nous supposons, l'État est revenu, par la parole des ministres Travers et Duruge à l'époque, est revenu sur l'arrêté de la préfète et l'a sommé de retirer l'arrêté, ce qui a mis un coup d'arrêt aux travaux qui étaient déjà en cours au lac de COSAD, enfin pour construire le lac de COSAD. Là-dessus, écoutez, nous...
Alors ça vous coûte cher quand même, parce que ça montre votre motivation. Vous avez été condamné au mois de juillet dernier à 8 mois de prison ferme pour cette action-là. Le jeu en vaut la chandelle, j'ai envie de dire, donc vous êtes convaincu de l'intérêt de ce projet pour les agriculteurs du Lot-et-Garonne. Oui, complètement. Et au-delà de l'agriculture, comme vous dites, bien sûr qu'on parle de partage de l'eau. Encore faut-il avoir quelque chose à partager. Si on n'a pas d'eau stockée, on ne risque pas de la partager. Donc nous, on a fait un ouvrage qui permet de stocker de l'eau et de servir tous les usages que vous avez cités. Pardon. Donc oui, le jeu en valait la chandelle, tout à fait, oui. La vallée du Tolosa, qui est desservie par ce lac, était les agriculteurs étaient plutôt en diminution, très forte. Il y avait une grande volonté, malgré tout, des jeunes à s'installer, à continuer à exploiter. Et ce lac, grâce à ce lac, plus de 20 exploitations vont continuer à vivre. Alors certains vous reprochent que ce lac a été fait pour trop peu de personnes, pour l'intérêt de trop peu de personnes au détriment d'autres. Non, écoutez, il y a 40 agriculteurs ou 45 agriculteurs qui sont concernés. Il va permettre d'irriguer 350 hectares. En plus de ça, il va permettre l'étiage le soutien à l'étiage du Tolosa. Ça aussi, c'est le volet environnemental. Environ 50% du volume est destiné à l'agriculture. Mais vous comprenez que si chaque agriculteur ou chaque chambre d'agriculture se met à faire un lac sans autorisation, ça va être compliqué. On est bien d'accord. Nous, on aurait souhaité que ce lac se fasse de manière légale. Bien sûr, d'ailleurs, on avait tout fait pour. On a travaillé pendant 3 ans à constituer le dossier. Ça a été fait parfaitement. Je me répète, mais la preuve, c'est que l'État, à un moment donné, a signé l'accord de construction, et ensuite l'État se retire. Pour des raisons qui n'en sont pas. Écoutez, là, je vais tout dire. Nous, on avait rencontré à cette époque-là, en novembre 2018, le préfet allemand, donc qui officiait en Aquitaine à ce moment-là. Il nous a dit, écoutez, messieurs, votre lac est trop près de Sivens dans l'espace et dans le temps. De notre point de vue, écoutez, je pense du vôtre aussi, ça n'est pas un argument. Quand on est contre quelque chose, on soumet des arguments techniques et on débat. Et ensuite, écoutez, chacun devient raisonnable. Mais cet argument-là, il ne tenait pas. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quand même, l'ensemble des élus de Lot-et-Garonne nous soutiennent. Monsieur le maire d'Agen en particulier, et tous les autres nous suivent. Les députés aussi sont derrière nous. C'est un projet qui a été voulu démocratiquement en Lot-et-Garonne. Mais qui est illégal. Mais qui est illégal. On le regrette. Alain Dupuy, sans se focaliser maintenant sur Caussade, mais c'est un stockage donc en surface. Quelles sont les contraintes, ou les avantages, mais aussi les problématiques que posent ces stockages en surface ? Alors effectivement, les stockages en surface, généralement, se font sur des vallées, ce qu'on appelle des talwegs, soit secs, soit avec un cours d'eau. C'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué et délicat de faire un barrage, une retenue, on va dire, sur une vallée avec un cours d'eau. C'est possible, mais c'est très très compliqué parce qu'il y a des contraintes environnementales qui sont majorées. Vous pouvez le faire sur des vallées sèches, c'est beaucoup plus simple, on peut faire de l'aménagement. Le problème des lacs, c'est l'occupation du sol, ça prend beaucoup de surface, ça occupe de la surface. Il y a... mais c'est... La surface, il ne manque pas. Non, mais c'est juste, ça peut occuper de la surface, ça peut avoir un effet aussi, ça peut augmenter avec l'élévation des températures, on peut avoir un effet d'évaporation majoré par rapport à d'autres technologies. Mais c'est une technologie qu'il ne faut pas, je le redis, qu'il ne faut pas jeter aux orties. Il y a peut-être, certainement même d'ailleurs, des endroits où le seul moyen de pouvoir, alors je ne dirais pas stocker de l'eau, parce que ce n'est pas un terme que j'emploie, mais ralentir la partie continentale de l'eau, du cycle de l'eau, en fait, ça sera le seul moyen, la seule technique utilisable, avec des aménagements. Il y a de l'ingénierie environnementale, on peut faire plein de choses. Alors, pour réagir justement sur cette situation du stockage, et pas simplement Caussade, nous avons donné la parole à Nicolas Thierry, qui est vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, et qui prend la parole au nom d'Europe Écologie Les Verts. On l'écoute. Globalement, l'enjeu, c'est les retenues d'eau. Idéologiquement, moi, je ne suis pas contre le fait de stocker de l'eau. Par contre, ce n'est pas cette question qu'il faut se poser en premier. La question qu'il faut se poser en premier, c'est pour quel modèle agricole ? Ce que je disais auparavant, si effectivement on réfléchit à stocker l'eau pour alimenter le monde agricole qui va vers un modèle résilient de polyculture, d'agroécologie et pour viser la souveraineté alimentaire, évidemment qu'il faut accompagner les agriculteurs. Si c'est pour accompagner un modèle intensif qui exporte, qui est en monoculture et on sait qu'il n'aura pas d'avenir, évidemment, ce n'est pas possible. Donc, ce qui veut dire concrètement, c'est qu'il faut, bien sûr, permettre aux agriculteurs d'avoir accès à l'eau, mais il faut conditionner l'argent public pour que leur modèle agricole bouge.
Patrick Franquin, vous venez d'entendre les propos de Nicolas Thierry. Vous partagez son cheminement, sa manière de voir les choses ? Ce qu'il dit, ce qu'il souhaite est déjà en route. La culture, au fil des années, au fil des siècles, a toujours évolué. Et aujourd'hui, évidemment, qu'on change un peu de modèle, tout à fait. De plus en plus, les agriculteurs vont vers de la vente directe, etc. On s'adapte continuellement au climat. Les moyens techniques permettent d'économiser de l'eau. Donc ce modèle-là est déjà en route et évidemment qu'on n'a pas attendu, parenthèse, les écologistes pour évoluer. Nous, on est en perpétuelle adaptation aux conditions climatiques, aux disponibilités en eau, etc. Henri Sabarot, ça veut dire que dans la région, il faut inciter les agriculteurs, et c'est déjà le cas, vous venez de le dire, mais à évoluer dans la manière de cultiver, passer sur d'autres méthodes, d'autres choix également ? C'est le propre de notre politique Néoterra mise en place. Ce qui a été dit sur l'eau, il faut être pragmatique et territorialisé. Il y a des endroits où arroser du maïs, je prends l'exemple encore de la lande girondine, où avec des nappes qui ont des capacités infinies, c'est pas gênant. Par contre... C'est pas gênant, mais est-ce que le grand public n'a pas aujourd'hui un peu de mal à l'accepter lorsqu'il roule et qu'il voit ses champs irrigués comme cela ? C'est notre rôle de l'expliquer. Et ensuite, ce que dit Nicolas Thierry, bon, mais bien sûr que l'on essaie quelquefois de tendre vers une agriculture plus propre, entre guillemets, ou plus performante aussi, par des économies de moyens, mais bien souvent, le problème de l'eau est le starter ou qui va déclencher peut-être une approche différente. Pour avoir, par exemple, ça permet de planter des haies, peut-être d'avoir d'autres assolements. Mais au final... Donc des choses qui ont existé précédemment et qu'on a complètement oubliées pendant des décennies. Et c'est pour cette raison-là... Non, c'est pas tout à fait ça. Écoutez, ce que vous décrivez, c'est pas tout à fait la réalité. Écoutez, moi, en Lot-et-Garonne et ailleurs, il y a encore beaucoup de haies, beaucoup de vie, etc. Il ne faut pas schématiser les choses. Bien sûr que le paysage n'est pas aussi bouleversé qu'on le pense, etc. Et puis ça fait longtemps que le remembrement a été fait, etc., que les parcelles sont figées. Tout ça, c'est plus en cours. Dans les années 60, c'est vrai qu'il y a eu une certaine évolution de l'agriculture, mais liée aussi à la mécanisation. Donc, Henri Sabarot, pour laisser terminer ce que vous étiez en train d'aborder, quel type de culture, par exemple, il faut envisager aujourd'hui en quelques mots pour des nouvelles orientations en Aquitaine ? Mais les cultures qu'il faut envisager, il faut qu'elles soient très directement portées sur des projets territoriaux. On voit que la période que l'on vient de vivre favorise les circuits courts, consommation. Donc, le Lot-et-Garonne est un peu le marché de l'Aquitaine, en termes de fruits, en termes de légumes. Et je crois que ça, c'est des usages vertueux, si on utilise là-dessus. Ensuite, le maïs. Si le maïs est fait pour avoir une filière qui alimente de la production de canard gras dans les Landes, eh bien bravo aussi. Oui, si c'est pour l'exporter au bout du monde, c'est peut-être pas nécessaire, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas nécessaire, mais là-dessus, je crois que quand on emploie le mot projet de territoire, c'est justement avoir des stratégies qui prennent en compte toute la vitalité du territoire et qui amènent aussi le monde agricole à se positionner sur des filières d'avenir et sur des filières plus productrices et puis avec moins d'intrants. Alain Dupuis, il ne s'agit pas de se focaliser uniquement sur les agriculteurs, bien évidemment, vous êtes des consommateurs, mais parmi d'autres. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà alerter la population, éventuellement prévenir que des coupures d'eau sont peut-être envisageables à court terme, à moyen terme ? Alors plutôt à moyen terme, mais oui. Mais oui, on n'aura pas une disponibilité en eau pour satisfaire l'intégralité des usages actuels dans le futur. Donc du coup, ça déclenche des comportements hydroéconomes. C'est simplement, mais pour tout le monde. Le monde agricole, le privé. L'urbanisme. Je peux reprendre. Oui, bien sûr. Il manquera de l'eau parce qu'elle n'est pas suffisamment stockée. Parce que malgré tout, et moi j'ai quelques chiffres, il y a en France, il tombe 500 milliards de mètres cubes d'eau. Il y en a 3,7 qui sont pour l'eau domestique, ça fait moins d'1%, 3,3 qui sont pour l'agriculture et 3,3 pour l'industrie. Donc ça fait moins de 3% de l'eau qui tombe en France qui est consommée. Henri Sabarot, en quelques secondes, nous arrivons à la fin de cette émission. Il me semble qu'il y a de la marge. Il y a un problème aussi d'économie générale. L'urbain. On bétonne, on étanche les surfaces. Et c'est là où si on laissait infiltrer un petit peu plus. Deuxième exemple, dans les grandes opérations d'urbanisme, eh bien on se sert de l'eau de nappe profonde pour remplir des chasses d'eau. Alors que quelquefois on pourrait avoir de l'eau d'une autre qualité. Donc je crois que c'est la totalité de la politique de l'eau avec le mot économie, innovation et puis partage.
En 30 secondes, Alain Dupuis, ça veut dire que ces dernières années, dernières décennies, on a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises en termes Non, de on a gestion de beaucoup l'eau. appris. On a justement, C'est une sur manière sur les dernières d'exprimer les décennies, choses, oui. on a beaucoup appris et on a beaucoup corrigé, y compris le monde agricole, le monde industriel et même le comportement, on va dire, de nous en tant que citoyens. Par contre, il ne faut pas raisonner sur le bilan. Le bilan, c'est compliqué et une année, c'est trop lâche, c'est pas assez précis, ni sur un territoire, ni dans la temporalité des événements. Il faudra faire quelque chose de beaucoup plus précis et adapté si on veut s'en sortir. Donc oui, il y a des endroits où on va devoir stocker, peut-être pas qu'en surface, également souterrain. Économiser. Et Économiser. On voit que ce chantier est ouvert et qu'il est large. On aura l'occasion d'en reparler. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.